Vous rêvez d'une vie plus épanouie et harmonieuse? Et si la solution était dans les couleurs qui vous entourent? ABC Talk vous propose de découvrir les secrets du pouvoir des couleurs avec Marianne Sauzé, architecte d'intérieur et designer depuis plus de 30 ans. Dans cette masterclass exclusive, elle vous révèle sa méthode unique, la Color Décothérapie. Plus de 7000 personnes ont déjà expérimenté cette approche révolutionnaire et en ont constaté les bienfaits. Pour assister à la masterclass Le mystère des couleurs, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description. À partir du moment où je crois, où j'ai la croyance que les mots que je dis peuvent s'incarner dans l'univers, ben je dois faire attention. Je ne peux pas dire ah ben ma pauvre fille, t'es tarée aujourd'hui, quoi. Je ne peux pas dire ça. Et je ne peux pas penser oh lui, mais quelle. Je ne peux pas, parce que tout d'un coup, c'est presque une responsabilité énergétique que je prends. Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre, voici un nouvel ouvrage avec nos amis de chez Le Duc que je salue au passage. On va parler d'un livre, plus qu'un livre d'ailleurs, c'est quasiment un guide pour retrouver le sens de sa vie, pour retrouver la foi, pour retrouver également l'émerveillement lorsqu'on fait face parfois aussi à l'adversité. Mon invité est Odile Chabriac, elle est sur les canapés. Ça va Odile? Ouais, ça va super. Bienvenue. Merci. Merci d'être là, merci également de ce livre inspirant, si inspirant, L'invisible à la rescousse. C'est le petit dernier d'Odile Chabriac après Âme de sorcière. Vous en êtes une? Un peu. Je dis que ce sont, vous savez, les sorcières 2.0. Exactement. Vous êtes peut-être une sorcière 2.0. Oui, oui. Mais moi, j'aime pas me réduire à une définition. Oui, je suis un peu sorcière, un peu plein de choses. Vous savez qu'en France, on aime mettre des cases. Voilà. Et entrer les gens dans des cases. Mais vous êtes incasable. C'est inclassable. Alors, j'ai dit que c'était plus qu'un livre, c'est un guide, parce que, en tout cas, c'est peut-être votre parcours de vie que vous racontez au travers de tout ce que vous avez expérimenté. Est-ce que tout ce que vous avez expérimenté aujourd'hui vous a sauvé la vie? Alors, j'ai pas du tout une tendance suicidaire, mais en tout cas, que ça m'ait enchanté la vie, ça, il n'y a aucun doute. Je vais garder ce mot. Ouais. C'est plus joli que sauver la vie. Par exemple, moi, j'en parle pas parce qu'il y a plein de choses dont je ne parle pas non plus, mais j'ai fait beaucoup de travail sur moi, même on va dire classique, quoi. J'ai commencé par la psychanalyse freudienne, et puis après jungienne, et puis après, quoi, voilà, plein de choses comme ça. Et en fait, la prise de conscience que j'ai eue, mais aussi avec toutes les expériences que je partage dans ce livre, c'est que je ne savais pas que la maison du bonheur pouvait être si grande. Et en fait, ça me donne vraiment le sentiment que quand j'étais petite, je pensais qu'une vie réussie, c'était de telle manière. Et puis finalement, c'est de plus en plus large. Et ça, j'adore. Et c'est grâce à ça. Et là, pour le coup, oui, c'est grâce à tout ça. C'est joliment dit, ça aussi. Hein. La maison du bonheur était aussi grande. On devrait de temps en temps redescendre un peu et revenir un peu sur ce qu'on appelle le plancher des vaches et prendre conscience de ça. Que la maison du bonheur, en fait, elle est simple, elle est vaste et elle est tout le temps à notre portée, quoi. Moi, je pense que la vie est un privilège incroyable, que j'ai une chance infinie d'être vivante, en bonne santé, entourée de gens plutôt lumineux, joyeux, et que c'est un privilège inouï. Et moi, j'ai envie d'en profiter jour après jour. Et ça, chaque jour, vous êtes consciente de ça? Ben, parfois, il y a des jours où ça gratte un peu plus. J'en parle un peu dans le livre aussi. Bien sûr. Mais d'ailleurs, ça gratte plus pour des raisons plus extérieures qu'intérieures, quoi. Je trouve qu'on vit une période, alors je vais pas me plaindre pareil, mais je trouve qu'on vit une période intense et que des fois j'ai besoin de me recaler, quoi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer dans une pièce et de vous sentir super mal? Est-ce que ça fait longtemps que vous avez ressenti de la joie de vivre? Cette vie-là qui coule dans vos veines? Votre corps est une unité biologique, énergétique et vibratoire d'une intelligence prodigieuse. Votre voix est une fréquence sonore vibratoire qui résonne à l'intérieur de vous. Et je dirais même qu'il y a des pouvoirs de transformation et même de guérison. On se retrouve le 26 et le 27 avril à Rennes pour, bien sûr, les ateliers ABC Talk. Je vous proposerai lors d'ateliers exceptionnels avec l'équipe ABC Talk des techniques de maîtrise de votre énergie. Avec un objectif, activer votre transformation intérieure et ouvrir
votre conscience. Sachez que nous allons vivre ensemble cette expérience qui permet à chacun de prendre parfaitement sa place dans cet espace et dans cet univers qui est magique. Nous allons partager un moment d'humanité que vous n'êtes pas prêts d'oublier. Nous serons tous reliés par le cœur. Les 26 et 27 avril 2025 à Rennes. Réservez votre place dès maintenant et à très bientôt. C'est pas toujours simple, évidemment. Alors, lorsqu'on parle, il y a plein de sujets, il y a plein d'expériences. Vous avez expérimenté parce que vous êtes une expérimentatrice de la vie. Hein, ouais, je pense. Et de ses ressources ouais. aussi. On parle de plein de choses dans cet ouvrage. On parle des constellations familiales. Je suis fan des constellations familiales. Ah bah moi aussi, j'adore. On parle même des arts martiaux. On parle du yoga, de la Kundalini. Alors ça aussi, on va y revenir parce que le yoga de la Kundalini, yoga on connaît, Kundalini certains disent, et yoga de la Kundalini. Parfois, ça nécessite une explication de texte. Donc, on y reviendra évidemment. Vous parlez de trance, de la respiration holotropique, de la spiritualité incarnée en disant que ça passe par le corps, on va voir. Et puis, vous faites ce parallèle aussi qu'on a déjà évoqué plusieurs fois ici, entre la religion et la spiritualité. Et vous expliquez effectivement la différence qu'il y a entre les deux, parce qu'on a parfois tendance à mettre tout ça dans le même sac. Ça a été longtemps dans le même sac. La spiritualité, c'est-à-dire le chemin personnel et individuel de foi, s'exprimait au cœur des religions. Ce qui se passe aujourd'hui, depuis un petit siècle, après il y a des parcours individuels quand même qui ont été autonomes, mais c'est que des gens, dont moi, ont envie de vivre et d'expérimenter leur spiritualité, pas forcément au sein d'un dogme. Alors moi, ça ne veut pas dire que je rejette les religions, je suis plutôt... moi, je suis bien dans une église, je suis bien dans un temple, quoi. J'ai pas de problème. Je suis pas en guerre contre les religions. Je dis pas qu'ils ont tort et que j'ai raison. Je dis juste que, ils ont maltraité les femmes pendant tellement longtemps que j'ai pas non plus tellement l'intention de leur donner mon énergie. Mais après, je vais chercher, comme une abeille qui butine, je vais chercher des réponses à mes questions existentielles et je prends un peu ce que je trouve et je me débrouille un peu dans tout ça, quoi. En tout cas, sur la spiritualité, vous dites « J'aime l'idée que le mot spiritualité sente le soufre ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que, comme vous disiez très justement tout à l'heure, les gens ont envie de mettre, de tout mettre dans des cases, de donner des réponses absolues à des questions tellement immenses. Je ne crois pas qu'il y ait des réponses absolues et je ne crois pas que quelqu'un sur cette terre sache ce qu'est réellement, enfin ce que veut dire le nom de Dieu, par exemple. Je pense qu'on est tous en train de naviguer avec des hypothèses, mais je sais déjà que quand je dis ça, ben, ça peut déplaire à des tas de personnes. C'est ça qui sent le soufre. Que vous assumez. Ah, mais c'est leur problème, en tout cas, c'est pas le mien. C'est pas du tout le mien. En tout cas, quand on parle de spiritualité et de religion, vous dites que les deux ne sont pas incompatibles. Ah, pas du tout, pas du tout. Ça ne l'a pas été. Et moi, j'ai aucun... Je trouve ça déjà assez compliqué de vivre. Alors, compliqué dans le sens complexe, pas forcément difficile et laborieux. Mais je dis, moi, c'est déjà assez compliqué mon parcours. Alors, voilà, chacun fait ce qu'il veut sur sa route et sur son chemin de foi, quoi. En tout cas, vous êtes spirituel. Je suis en quête de spiritualité, ouais. Et quelle est la nuance avec être spirituel? Je ne sais pas si je suis spirituel. Être spirituel, c'est... J'ai faim de ça. J'ai faim de ça. Ouais. J'ai vraiment faim de ça. Pour moi, c'est... Bon, et puis, j'ai plus 20 ans, quoi. Je pense qu'il y a un moment où on va vraiment expérimenter sur son chemin de vie la matière, la reconnaissance, etc. Moi, j'arrive à une autre époque de ma vie où ça, c'est en partie acquis, on va dire, ou en tout cas suffisamment pour apaiser ces espaces-là. Et donc, j'ai envie de me connecter à d'autres espaces, d'autres... dimensions. Questionner d'autres dimensions. D'autres dimensions et d'autres, absolument. Ouais. Et je vois plus la spiritualité comme une philosophie de vie. Oui. C'est une manière de vivre, de s'interroger et donc évidemment d'évoluer sur son chemin de vie. Et une philosophie de mort aussi. Parce que c'est aussi la question de l'après, c'est aussi la question
il y a 1000 questions. C'est ça qui est génial. Et puis qu'on résoudra jamais, donc c'est encore mieux, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc continuez à vous poser des questions. De toute façon, vous n'aurez pas les réponses systématiques, donc allez-y, continuez. Alors aujourd'hui, vous êtes naturopathe, thérapeute psychanalytique. Vous avez créé l'Institut de naturopathie humaniste et puis ce fameux, alors professeur de yoga, de Kundalini. Alors ça aussi, sur la Kundalini, là je suis très intéressé parce que j'entends ça et tout le monde a sa définition. Yoga de la Kundalini, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. On peut dire un mot d'ailleurs, on peut commencer par ça si vous voulez bien. Bah, avec joie. Alors la Kundalini, c'est ce principe de vie qui trouve sa source dans le sacrum, hein, donc l'espace sacré à la base de notre colonne vertébrale, et qui, si on le déploie suffisamment bien, va remonter tous les étages, donc tous les chakras, pour émerger au niveau du chakra coronal et puis voilà, et s'exprimer dans l'univers. Et c'est là, pardon, je vous coupe, où on entend souvent des gens dire j'ai eu une montée de Kundalini. Et vous avez beaucoup entendu de gens dire ça? Mais moi, oui. Je n'ai jamais entendu mais gens si, dire ça. ou alors les gens me mentent. Mais ceux qui s'installent ici, j'ai entendu. Vous savez, j'ai vécu un truc avec une montée de Kundalini, c'était incroyable. Et moi, je dis ah bon, et j'ai essayé de leur demander, mais décrivez-moi ce sentiment, ce ressenti-là. Et c'est là où ça devient très compliqué. Alors, en tout cas, pour le yoga de la Kundalini est destiné à libérer cette énergie extrêmement puissante par des pratiques corporelles, par des chants, par des mantras, etc., par des exercices respiratoires, voilà. Et donc, vraiment, l'objectif, c'est de laisser circuler cette énergie, qui est une énergie de vie, hein, vraiment, et qui vient nourrir tous les plans de notre être. Donc voilà, du plus prosaïque au plus spirituel. Donc, et le yoga de la Kundalini, c'est vraiment cette pratique qui sert à ça. Alors, moi, j'ai jamais eu de montée de Kundalini telle que vous décrivez. Après, c'est quand même... Moi, ce qui m'intéresse, en tout cas, et ce que j'ai plus ciblé dans ce livre, c'est tout le travail sur la conscience, finalement. Comment on arrive à des états modifiés ou élargis de conscience et quels sont les outils qui peuvent nous permettre d'accéder à ça. Et en tout cas, du yoga de la Kundalini bien fait, bah pareil, ça doit rendre heureux, ça nous met en paix avec la vie. Donc voilà. Alors, ce qui est toujours intéressant, et vous l'écrivez dans le livre, c'est qu'à chaque fois, pour chaque pratique, vous dites, il y a un but, évidemment, il y a des bienfaits, il y a parfois aussi des contre-indications où il faut être prudent, il faut prendre évidemment ses dispositions. Alors, pour le yoga de la Kundalini, vous dites, vous parlez de la mauvaise image. Bah, c'est un peu spécial. Une forme de yoga qui est parfois mal perçue en raison de ses origines tantriques et de certaines pratiques ésotériques. On vit dans un monde où... dès qu'on parle de conscience, déjà, alors ça sent à nouveau le soufre. Le yoga de la Kundalini, en plus, moi je pense que c'est jamais la faute de quelqu'un. Moi je suis victime de rien et je veux dire, il n'y a pas un grand esprit qui nous veut du mal où qu'il soit situé. Le yoga de la Kundalini, quand on rentre la première fois dans un cours, les gens ils sont habillés en blanc, ils peuvent avoir un turban sur la tête, il y a des chants bizarres, on sort de là, on plane un peu. Que ça suscite une forme de suspicion, j'ai pas de mal ça me pose pas énormément de soucis. Après, moi, la critique, je l'aime beaucoup, le point d'interrogation, c'est vraiment mon allié. Mais moi, j'ai juste envie de dire aux gens, avant d'affirmer un avis péremptoire sur des choses, mais essayez. Bien sûr. Essayez. Bien sûr. Qu'est-ce que vous risquez? Et vous savez quoi? Moi, j'ai une deuxième réflexion qui dit, et si c'était vrai? Mais voilà. Et si ça marchait Et si vraiment, ça marchait, mais bien sûr. Voilà, je pense à ça pour la respiration holotropique, parce que la respiration holotropique est peu pratiquée en France. Alors le breathwork est en train de faire un petit peu son trou, mais c'est quand même moins puissant le breathwork, même si je trouve que ça génial que finalement ça se démocratise. Et ça peut l'être impuissant, hein. Oui, mais ça dure quand même beaucoup moins longtemps et tout quoi. Bon, on est sur le même champ de toute façon d'investigation. Hein. Moi, on produit des événements sur le breathwork justement. Ouais. Je peux vous dire qu'on se retrouve dans des salles avec 150 personnes qui sont en mode breathwork. Ouais. C'est très puissant. Hein. Non, mais tout à fait. Très, mais pareil, en respiration holotropique, ils font ça dans des gymnases, il y a 3000 personnes, et tout à coup, on décolle, quoi. Mais ce que je veux dire, pareil, ça fait partie des pratiques qui peuvent, et le breathwork sera dans le même cas, voilà, créer de la suspicion, mais
Alors, au sein de l'école que je dirige, alors là, on le fait plus, donc je peux en parler en toute tranquillité. Les élèves pouvaient faire une séance de respiration holotropique. C'était encadré par des personnes exceptionnelles et c'était pas du tout un cours obligatoire. C'est-à-dire, up to you, vous avez envie de... Mais le nombre de fois où en fin de journée, moi, j'étais pas présente, hein, où en fin de journée, je recevais des textos, mais jamais je n'aurais fait ça et je te remercie, quoi. Et il y en a plein qui en ont refait après parce que ce sont des expériences incroyables, intenses, qui nous rendent... Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai jamais consommé de drogue de ma vie. Je bois pas d'alcool, quoi. Je mange du chocolat et des chips, mais... non, mais... Chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait? Ah, très bon chocolat, mais tout ce que vous voulez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'est pas fuir la vie qui m'intéresse. Ce sont les pratiques qui vont nous rendre encore plus vivants qui m'intéressent. Et qui vont faire qu'on va se libérer de cette gange de souffrance, ces émotions retenues, c'est quoi, voilà, pour danser la vie, pour la célébrer. Sinon, on fait autre chose, quoi. Parce que vous avez le sentiment, Odile, que les gens qui font toutes ces pratiques que vous décrivez dans votre livre sont des gens qui essaient de fuir une certaine vie qui ne leur correspond pas nécessairement? Non, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas ce que l'on croit. L'image qu'on peut avoir, que ce soit des plantes maîtresses ou de certaines pratiques un peu ésotériques, c'est comme si c'était des moyens, quoi. L'usage commun veut croire que c'est un moyen qu'on trouve pour s'envoyer en l'air et fuir l'existence. Et c'est pour ça que je dis, mais essayez à votre tour, vous allez voir déjà que l'existence, on se la prend en frontale, et qu'en plus, c'est au contraire un moyen de jour après jour se réconcilier encore plus avec toutes les différentes tonalités de l'existence. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Tout ce que vous décrivez, bien sûr, vous l'avez expérimenté. Ah bah 100%, et même il y a des fois, c'est tragique, quoi. Exactement. Alors, sur la respiration holotropique, par exemple, vous dites, vous êtes certifié en respiration holotropique. Absolument, oui. C'est important. Quelle est la nuance? Parce qu'on a parlé du breathwork tout à l'heure, et on en entend beaucoup parler. Le breathwork est une pratique qui découle de la respiration holotropique, ou c'est complètement... Ah non, ça découle complètement. On va dire c'est une pratique un peu plus acceptable collectivement. Par exemple, en respiration holotropique, ça se fait toujours accompagné. On est toujours un breathwork, on peut le faire chez soi. Il y a quelqu'un qui nous fait par Zoom et ça... Parce qu'on estime que les voyages sont un peu moins longs et un peu moins profonds. Mais comme vous dites, c'est aussi chacun selon son histoire, etc. Mais voilà. Mais pour moi, c'est une manière formidable de démocratiser une technique et après, chacun va l'utiliser comme il veut et avec ses compétences. Alors, sur l'histoire de l'hyperventile qu'on utilise pour la respiration holotropique, je vois marqué durer 2 à 3 heures. Un voyage... Non. Alors, attention, la respiration holotropique, la respiration sert de rampe de lancement. OK. Donc, ça dure 2 à 3 minutes. À la différence du rebirth, par exemple, où le rebirth, on va avoir une respiration tenue pendant une demi-heure et c'est vraiment intense. En respiration holotropique, la respiration sert juste à lancer un processus et après, c'est la musique qui prend le relais et qui permet qu'on soit plus dans l'effort, sauf si des fois ça redescend, et on relance la respiration, quoi. Alors, autre point aussi que vous abordez dans le livre, je rappelle, l'invisible à la rescousse, c'est aux éditions Animae, chez nos amis les éditions Le Duc. La spiritualité et les rituels. Oui. Les rituels, alors vous parlez des 6 étapes essentielles, page 63, vous verrez dans le livre. Les 6 étapes essentielles, on peut transformer le destin par la concentration de l'énergie en pratiques de rituels qui sont nombreux et diversifiés. Quels sont vos rituels? Moi, j'en ai beaucoup et j'en invente plein. Alors, j'ai un côté un peu anarchiste que je revendique, donc même dans le monde de la magie que je connais bien. Alors, il y a des codes, on va dire, puis après, moi, je les utilise, je les malmène, pour créer. Vous les personnalisez? Voilà, je les personnalise, et puis à partir du moment où, justement, on comprend ces étapes, on peut faire des rituels pour tout et n'importe quoi. Et effectivement, je raconte dans le livre que moi, ça fait plus de... Allez, on va dire entre 25 et 30 ans que je scie la tête de mes enfants en disant un jour j'aurai une maison à la campagne, un jour j'aurai une maison à la campagne. J'ai eu peur, j'ai pris au premier degré, je scie la tête de mes enfants. Bien sûr, bien sûr. Je me dit, qu'est-ce quoi? Et en fait, un jour, je me suis dit,
mon prochain projet, c'est ça. La maison à la campagne. La maison à la campagne. Ok. Et ben j'ai fait... et j'avais, on va dire, des vents contraires. Alors bon, déjà, il y avait le Covid, mais c'était un premier vent contraire. Bon, enfin, peu importe, on va pas rentrer dans le détail de l'histoire. Mais... parce que pour avoir une maison à la campagne, il faut avoir de l'argent. J'avais déjà un crédit sur le dos, quoi. Normalement, ça n'aurait pas dû se faire. Ok. Eh ben, tous mes rituels pendant 6 mois, je les ai dédiés à ça. Et c'est joli, quoi. C'est joli dans ma vie maintenant parce que j'ai mis un objet que j'avais dédié, que j'ai vraiment sur lequel j'ai concentré ce désir-là. Moi, le rituel pour moi, c'est vraiment passer de l'énergie de la lampe de poche à l'énergie du rayon laser. C'est vraiment être focus sur une intention. Moi, j'ai la croyance que mon cerveau, il est beaucoup plus puissant que moi. Et quel était cet objet? C'était une boîte d'allumettes, hein, mais dans laquelle j'avais brûlé toutes les allumettes en posant ma demande. Et j'ai toujours cette boîte d'allumettes dans ma maison à la campagne dans laquelle j'habite maintenant. Wow, donc vous avez eu cette maison. Ah, mais je l'ai eu, mais ça a été Pouvoir de la visualisation? De tout, je crois. Ok. Et donc les rituels, qu'est-ce que vous avez mis comme rituel en place? Mais là, ça peut être justement, ça peut être un dessin, faire focus. Ce que j'explique vraiment dans le livre, c'est que c'est pas tant le rituel que la libération énergétique qu'on met avant, qu'on libère. Alors moi, c'est vrai que j'utilise le yoga de la Kundalini pour avoir de l'énergie à disposition. Et après, pour faire focus, alors après, ça peut être utiliser une image, ça peut être là, brûler des allumettes les unes après les autres en étant hyper clair sur la direction de la lumière. Ça peut être, il y en a plein, quoi. On peut planter un arbre et vraiment mettre un petit mot et dans lequel on le met aux racines de l'arbre. Ça peut être, je crois que j'ai tout fait, hein, je les ai toutes faites. Ça peut être mettre un bâton sur lequel on va mettre des signes et qu'on va mettre au fil de l'eau. Ça peut, voilà. Ah ouais. Donc le rituel, on a souvent tendance à penser que le rituel doit être répétitif pour que ça devienne un rituel. Or non. Ah non, on peut faire un rituel. Et être focus. Ça. Mais après, là où la répétition est intéressante, ça dépend ce qu'on veut, ça dépend ce qu'on demande. Moi, je crois vraiment à cette phrase « demandez et vous recevrez ». Et il y a un film, alors ça date, hein, c'est ma génération, mais Out of Africa, où elle dit « je me mets attention à nos prières parce que les dieux sont susceptibles de les écouter et de nous donner ce qu'on a demandé ». Et je suis assez d'accord avec ça. Attention, soyons clairs sur nos demandes, quoi. On ne demande pas juste... Alors, ce qui est intéressant, là, vous aviez fait un focus véritablement sur un désir que vous aviez d'avoir cette maison. Est-ce qu'il y a d'autres expériences que vous avez, d'autres choses que vous avez ritualisées pour accéder à quelque chose que vous désiriez et qui s'est concrétisé véritablement? Parce que là, on pourrait se dire, OK, c'est un one-shot, elle a eu un coup de bol, voilà, toutes les planètes étaient bien alignées et c'est parfait. Mais moi, ma vie, elle est plutôt... Vrai? Ah, mais oui, moi, je suis hyper contente de ma vie. Alors après, oui, je peux donner un autre exemple parce que même moi, j'ai été surprise. Donc, j'étais moins performante à l'époque, mais c'était il y a une dizaine d'années. J'en parle dans le livre. On allait juste monter l'école de naturopathie. Oui. Et mon ordinateur me lâche. Sauf que moi, j'ai ce que je gagne au quotidien, un ordinateur, ça va quoi. Voilà, ça. Et nous, on en avait besoin en plus parce qu'il y a toute une partie des cours qui sont en ligne, en vidéo, tout ça. Quoi. On avait besoin de matos, correct. Quoi. Et mon ordinateur me lâche. Et là, je me dis, fais confiance, pose les choses. En plus, j'ai monté cette école, c'était pas mon désir. Quoi. On m'a vraiment demandé de la monter, on va dire. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et... on va dans un magasin, on achète un bon ordinateur qui coûte cher. Je fais un rituel le soir, mais j'étais pas inquiète, c'était ça qui était bizarre, quoi. Je fais un rituel, honnêtement, ne me demandez pas lequel, je ne me souviens même plus. Je me souviens très bien où j'étais, etc. Le lendemain, et c'est pas une semaine plus tard. Mais rituel pour demander quoi? Pour demander que les choses se passent bien. Okay. Moi, c'était même pas, j'ai pas demandé d'argent, j'ai pas demandé... Non, c'est juste que les choses se passent bien. Le lendemain, j'ai un retour, quoi, un remboursement, genre de l'assurance vieillesse, ou non, des caisses de retraite. Le montant, alors je vais pas mentir, je dirais pas que c'est à l'euro près, mais je pense que c'est aux dizaines d'euros près. Incroyable. Du prix de l'ordinateur. Mais même moi, je me souviens, j'étais là.
j'ai appelé mon fils, mais quand les choses nous... Quoi, vous devez avoir plein de gens qui viennent vous raconter ça. Il y a un moment où... OK, on joue pas... Quoi, on n'est plus dans la petite cour de récré, quoi. Ça me met les frissons. OK. Ah ouais, moi aussi, mais parce que... Waouh, OK, c'est bon, merci les gars. C'est clair, j'avais besoin de ce... Quelque part, c'est encore l'invisible à la rescousse d'une autre manière. Ouais. C'est voilà, vous avez été clair sur votre demande, moi j'ai dit oui. Donc, OK, vous me donnez les moyens, c'est bon. Et d'ailleurs, cette année-là, nous, les promotions, elles faisaient 24 élèves. Et genre, on est au mois de juillet, la rentrée, elle est en octobre, et il y avait que 6 élèves inscrits. Et là, il faut garder la foi en se disant, ouais, c'est l'enfer. 6 élèves, c'est-à-dire que je dois payer mes profs, mais j'ai pas assez d'argent pour... Quoi, voilà, c'est... Le jour de la rentrée, il y avait... Alors que moi, je sortais de nulle part. Bon, j'avais effectivement écrit quelques livres, je suis naturo, j'avais une légère reconnaissance sociale. Le jour de la rentrée, il y avait 24 élèves. Et là, pareil, on dit... Et c'est très beau quand les élèves nous racontent comment ils arrivent à nous, que quelqu'un leur dit que... Quoi, voilà, comme si, à un moment, l'énergie, elle est vraiment canalisée dans une direction. Nous, comme si notre responsabilité à nous, c'était de dire amen. Alors, et je dis amen, mais ça peut être d'autres termes. Mais en même temps, c'est pas si simple de dire amen, parce que c'est aussi dire je m'ouvre et j'accepte ce qui sera, quoi. Alors, vous vous ouvrez, vous acceptez ce qui sera, même si ça ne fonctionne pas. Oh, mais j'ai fait plein de trucs qui n'ont pas fonctionné, moi, dans ma vie. Plein. Okay. Non, parce que quand je vous entends comme ça, je me dis c'est formidable. C'est vraiment une sorcière 2.0, moi je vous le dis. Non, mais vous avez ce pouvoir de l'intention. Ouais. Vous faites un vrai focus là-dessus. Ouais. Vous ritualisez ce focus. Ouais. Et ça marche. Bah, on va dire dans 80% des cas, ça marche, que je trouve déjà colossal, non, honnêtement. Mais déjà ça, ça c'est fascinant, ça. Et je me dis, quand je vous entends comme ça, et que ça résonne vraiment, ça vibre chez moi, et ça me met des frissons, et je me dis, mais qu'est-ce que t'attends pour faire pareil? Mais c'est dingue. Je suis d'accord. Qu'est-ce que t'attends pour faire pareil? Alors, c'est quoi? mais vous savez quoi? Je termine mon café, j'y vais tout de suite. Non, mais c'est vrai. Ça donne vraiment envie. On se dit, mais vas-y, quoi, fais les choses. Mais moi, ce que j'aime dans ce que je partage là, il y a d'autres choses, je vous dis, que je peux moins aimer, qui peuvent être plus âpres, plus difficiles, quoi. C'est vraiment pas une question d'idéalisation, de choses comme ça. Mais c'est que ce sont des outils, des voies, je préfère le mot voie qu'outil, mais voies comme des chemins, accessibles à tout le monde. On a l'immense chance de vivre à une période où il y a plein d'outils, alors de développement spirituel, je ne sais pas si le mot est très heureux, mais en tout cas, qui permettent de nous ouvrir le cœur et qui sont accessibles, pas forcément hyper onéreux, pas forcément... Voilà, et qui sont, en tout cas dans mon expérience, hyper transformateurs ou transformatrices. C'est pour ça qu'un jour, il y a une dame qui m'a écrit, qui m'a dit, vous savez, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Mais voilà, c'est ça, demandez, vous recevrez. Je peux m'agacer. Alors, lisez bien sûr ce livre qui est vraiment très intéressant, et l'invisible à la rescousse. Et on sent bien que cet invisible est arrivé, et vous l'expliquez très très bien dans les exemples que vous venez de donner, arrive vraiment au dernier moment. Assez souvent, hein. Wow, assez et vous dites, souvent, ouais. C'était limite, mais ça passe. Oui, ça, et dans beaucoup de livres de transmission spirituelle que j'avais lus, etc., il y a ça, le truc où presque on désespère. Il y a toujours ce moment où... Et puis, pof, voilà. quoi. Et il y a la respiration supplémentaire qui fait la différence. Oui, je crois qu'il faut ce moment de désespoir au sens littéral du terme. Oui. Pour se détacher justement de l'injonction ou du trépignement, du caprice de l'enfant humain, quoi. Vous dites, quand vous parlez de spiritualité notamment, vous dites que la spiritualité, c'est une quête exigeante. Ça l'est? Oui. Parce que, alors, je viens de dire une chose, je vais dire son contraire, j'ai aucun problème avec les oxymores de la vie. À la fois, tout ça, c'est accessible à tout le monde. Une séance de respiration holotropique ou de breathwork, honnêtement, c'est pas très compliqué. Mais en même temps, ça vient chercher dans nos fondamentaux, il y a des choses presque profondes à lâcher. Le chemin de Saint-Jacques, honnêtement, c'est pas compliqué. C'est techniquement pas compliqué du tout.
Sauf que c'est quelque chose qui vient tous les jours nous appeler. Donc, l'autre chose que je crois, c'est que à partir du moment où on rentre dans la responsabilité de sa vie, mais je parle pas juste de la responsabilité civique, je parle de sa vie en sens général, ben, on va avoir envie de tricher de moins en moins, on va avoir envie donc... par exemple, c'est pas dans ce livre où j'en parle, c'est plus dans Âme de sorcière, où l'importance du mot qu'on pose, mais l'importance de notre pensée. À partir du moment où je crois, où j'ai la croyance que les mots que je dis peuvent s'incarner dans l'univers, ben, je dois faire attention. Je peux pas dire ah ben ma pauvre fille, t'es tarée aujourd'hui, quoi. Je peux pas dire ça. Et je peux pas penser oh lui, mais quelle. Je peux pas, parce que tout d'un coup, c'est presque une responsabilité énergétique que je prends. Et donc oui, il y a une forme d'exigence. Et pareil, dans le bouquin, là, je parle beaucoup des techniques du corps. Vraiment, je me suis concentrée là-dessus parce que moi, bah déjà, ça m'évite de me raconter plein d'histoires. Le corps, il nous ramène au réel, quoi. Il me ramène au réel, en tout cas. Mais le corps, il faut que j'en prenne soin. Si je bois trop, je fume trop, je mange n'importe comment les messages du corps, je pourrais les interpréter. Donc voilà. Donc il y a une forme... moi, je suis convaincue, enfin, s'il existe des vies antérieures, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais en tout cas, si ça existe, je suis sûre que j'étais au monastère ou au couvent, quoi. Moi, j'aime la ritualisation, j'aime la structure, j'aime les... Et vous n'avez jamais visité vos vies antérieures? J'ai pas du tout envie. Celle-là me va très bien. Et dans les respirations holotropiques, vous n'avez jamais vécu ce genre de choses? J'ai vécu des tas de choses extrêmement étranges, extrêmement... Je les accueille comme des hypothèses, pas comme des espaces à investiguer. Juste comme une hypothèse. Ah, tout à fait. Vous vous dites pas c'est une vérité? J'ai pas besoin de ça. Ok. Ouais, vraiment pas. La vie ici et maintenant me va très bien. Mais quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, vous savez, la vie ici et maintenant est essentielle, le paradis n'est pas ailleurs ni après. Mais exactement. Bah, je suis 100% d'accord. Donc j'ai pas... Voilà. Ah, mais après, quand je dis... j'ai la conviction qu'on fait un chemin à travers des vies. Mais j'ai aussi la conviction que c'est le chemin que je fais ici et maintenant qui fait sens ici et maintenant. Alors, juste un mot sur... Je voudrais revenir sur le yoga de la Kundalini. Juste un mot là-dessus. Non, mais parce que je voudrais juste un mot là-dessus. Vous me dites, moi, j'ai jamais eu cette montée de Kundalini. Comment peut-on enseigner le yoga de la Kundalini sans avoir vécu ça? Ah mais alors moi j'ai plein d'amis profs de yoga de la Kundalini, personne n'a vécu cette espèce de truc qui vient vous ébranler et que les gens racontent, personne. Et comment être sûr que c'est bien de la Kundalini que vous enseignez au travers de la discipline du yoga? Parce que c'est une pratique qui est hyper structurée, de toute façon, et qui est hyper transformatrice. L'objectif, une montée de Kundalini, c'est quelque chose de difficile à vivre. On parle de violent même. Ah, exactement, oui, ça absolument. peut ébranler les gens. C'est vrai. Alors, pour ça, je vais donner un exemple. Moi, j'ai pris de l'ayahuasca, donc vraiment dans un contexte, j'étais au Pérou, quoi. Voilà, et vous en gardez un mauvais souvenir. Oui, mais en même temps, c'est quelque chose qui m'a... Où aujourd'hui, presque 10 ans plus tard, je comprends pourquoi la vie m'a fait vivre ça. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Mais effectivement, ça a été quoi, j'ai rencontré la mort, on va dire. Donc, et j'ai fait le chemin de Saint-Jacques, genre 2 ans plus tard. Donc les expériences... Moi, je dis, j'ai vécu... Alors, en termes de transformation intérieure, je parle, j'ai vécu la même chose dans un cas comme dans l'autre. Sauf qu'il y en a un qui était beaucoup plus violent, où on peut parler de décapsulage, quoi. Quand on utilise une plante active, n'importe quel d'ailleurs outil psychoactif, ça part, quoi. Il y en a un autre qui est beaucoup plus doux, alors qu'il va prendre 2 mois, là. Il y en a un autre qui prend 3 heures, même sur un peu plus, même. Plus de temps à... Donc ce que je veux dire, c'est pas l'intensité, et d'ailleurs, sinon on va rentrer dans le capitalisme et de la spiritualité, ce qui m'intéresse pas non plus. Mais c'est pas l'intensité de l'expérience qui fait la valeur de l'expérience. Et on peut vivre le yoga de la Kundalini, et on parlait de vie antérieure, j'ai vécu des choses vraiment extrêmement troublantes en yoga de la Kundalini, avec des images hyper claires, de choses vraiment...
Enfin, même aujourd'hui, quand j'y repense, les images reviennent tout de suite. Mais le chemin avait peut-être pas besoin de se frayer avec tant de violence que ça. En revanche, ce que j'ai vécu, moi, c'est dans l'autre sens, c'est dans la transe, où là, ça passe par la même route, hein, puisque c'est vraiment par le chakra coronal, où là, je me suis fait envahir par la lumière. Bon, l'expérience était destinée à ça, mais pour le coup, pour moi, dans mon vécu, c'était une lumière extérieure qui s'est imposée à moi. Ouais. Dans cette transe, vous parlez de l'énergie collective de la transe. Hein. Ah oui, bah là, pareil. Alors en plus, j'aime ça. Moi, je suis quelqu'un de très politique. Pour moi, c'est vraiment important, l'énergie du collectif. Ouais. Et on parlait tout à l'heure du breathwork avec beaucoup de monde dans des espaces. Je pense que c'est vraiment intéressant quand il y a du monde... L'égrégore. Ben voilà, c'est ça. On crée tous un champ et on s'aide tous les uns les autres mutuellement. Même en yoga de la Kundalini, on voit très bien qu'une pratique, les pratiques seules chez soi, quand il y avait le Covid et tout, c'est dur de tenir. Alors que tout d'un coup, quand il y a plusieurs personnes, on fait ça pour soi et on fait ça pour les autres. Et ça, je trouve ça magique. Alors sur cette transe, vous dites le sentiment de dépossession et d'extase, l'expérience transformatrice, reconnectée à la joie et à son corps comme un espace sacré. Ça a été un moment incroyable. Et c'était au travers de quelle pratique ? Là, c'était... alors, la personne avec qui je fais ça, elle a fait un mix entre la transe brésilienne et la transe africaine. Donc, on est accompagné au tambour, mais c'est quelqu'un avec qui, pareil, moi, j'aime bien toujours rappeler le cadre. C'est quelqu'un qui, déjà, accompagnait une équipe toute ma promo une grande partie de ma promo de respiration holotropique, donc des gens que je connaissais très bien au moment de la transe. Et ça faisait 1 an qu'elle nous formait à la transe. Et là, c'était le dernier week-end. Et en fait, elle a dit à la personne qui faisait les tambours, elle lui dit « fais tel rythme ». Pour moi, ça n'avait aucun sens. Et en fait, je pense, mon interprétation, c'est qu'elle a réussi à décoder en langage du tambour ma partition à moi, et je suis partie, mais en quelques secondes, quoi. C'était quelques secondes, et c'est une expérience incroyable. Mais on a le sentiment, et au travers, encore une fois, de votre livre, que comme vous êtes une expérimentatrice, tout fonctionne sur vous. Alors déjà, c'est pour ça que je rappelle le cadre. Ce jour-là, on est quand même... On doit être un groupe d'une dizaine. On est 4 ou 5 à être vraiment partis comme ça. Donc, je pense qu'on était tous mûrs aussi. Donc, après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Moi, j'ai une hygiène de vie quand même assez réglo. J'ai fait un énorme travail sur moi. J'ai dépensé plein d'argent chez plein de gens. Non, mais on n'en parle pas, mais c'est... C'est vrai, non, ça coûte cher. Ça coûte super cher. Être une expérimentatrice, ça coûte très cher. Non, mais c'est vrai. Et donc... je pense qu'effectivement, il y a certains barrages ou certains mécanismes de défense qui doivent commencer à être un petit peu plus souples, quoi. Donc oui, ça amène une forme d'ouverture à ces expériences-là. Et puis dès qu'il y a... Mais non, je cite aussi dans le livre une expérience que j'ai faite, mais que je vais renouveler, qui n'a pas marché. C'est la danse soufie. Ouais. Parce que la danse soufie, quoi. Mais je trouve ça en même temps tellement beau, parce que c'est une pratique qu'on doit expérimenter. Et moi, je ne l'ai fait qu'une fois. J'en parle parce que je trouve que c'est vraiment une pratique corporelle et spirituelle et qui irradie de beauté. Quoi, quand on voit ces gens tourner, moi, je voyais dans le cours, il y en a qui partaient, c'était exceptionnel. Mais voilà, moi, je me suis retrouvée par terre un nombre de fois incroyable et j'avais plutôt mal au cœur que le sens de la célébration du divin, quoi. Donc... Si vous n'aviez pas été la femme que vous êtes aujourd'hui, vous auriez été quoi? Bonne question. Je ne sais pas répondre. Non, je n'ai pas d'idée. C'est vrai? Ouais. Vous êtes là où vous devez être. C'est tout. Oui, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai de la chance et je me réjouis de tout ce qui me reste à vivre. L'invisible à la rescousse avec les constellations familiales. Ça, j'adore. J'adore les constellations familiales parce que vraiment, je trouve que c'est quelque chose... Alors, j'en ai fait une où j'étais constellé. Oui. Et j'ai pris une claque, vraiment. Parce que ça m'a vraiment profondément interloqué.
Et la particularité des constellations, pour ceux qui ne savent pas, c'est que vous avez les constellants, les constellés. Alors celui qui est constellé est assis et il regarde. Il regarde les autres. Et il observe, il regarde les autres jouer le rôle de machin. Et je me suis dit, mais comment ces gens vont pouvoir m'interpréter, moi petit, moi ado, moi ceci, etc., etc. Et c'est absolument bluffant. Comment vous découvrez cet univers des constellations, vous? Avec le rapport avec votre grand-mère, notamment. Oui, alors, mais je me souviens plus comment. Moi, oui, c'est quelque chose... Enfin, Berthe Hellinger, ça fait très longtemps. Ouais, le premier livre de Berthe Hellinger, j'ai dû le lire il y a une trentaine d'années. Et en plus, les livres qu'il a écrits, alors pareil, il y a des choses qu'on peut tout à fait discuter et qui, parce qu'il les a écrits en plus avant, peuvent être paraissent très décalées maintenant dans le monde d'aujourd'hui. Mais en revanche, il y a d'autres choses, moi, qui m'avaient vraiment saisi. Et moi, pareil, les premières constellations que j'ai vues, j'ai pas beaucoup de mal avec la notion d'énergétique. Le fait qu'on puisse, à un moment, se retrouver pris par une énergie. Ça me pose pas énormément de soucis. Mais en même temps, exactement, soit quand on voit les autres nous consteller, soit quand on constelle, et moi je trouve que c'est l'expérience, justement, parce qu'on est complètement hors de notre ego, là, quand on va consteller quelqu'un d'autre, et tout d'un coup, moi j'ai plusieurs expériences où je me retrouve à faire ou à dire des choses qui n'ont rien à voir avec ma vie. Moi je me souviens d'un compagnon qui nous racontait que il a constellé quelqu'un d'autre et tout d'un coup il se met à transpirer, alors que lui il transpire pas, quoi. Et la personne lui dit oui, mais mon père il était toujours en nage. Et là. Et quand vous constellez un décédé, c'est encore pire. Moi, j'ai vu ça. C'est-à-dire que celui qui joue le rôle, enfin qui incarne mon père décédé, il n'en sait absolument rien. Ouais. Il est blanc comme la feuille. Il est debout, il a envie de s'écrouler, il est mal physiquement, il ne comprend pas pourquoi. Donc, c'est ça qui est extrêmement impressionnant. Complètement. Il y a quoi. Et on est vraiment des tout petits humains et en même temps tellement grands et voilà quoi, on est pris dans un jeu comme ça et les constellations montrent bien ça. Et le rapport avec votre grand-mère? Alors là, la constellation avec ma grand-mère, pour le coup, c'était une constellation où moi j'étais seule et où c'était des objets qui identifiaient les gens de ma famille. Et merci de parler de ma grand-mère. En fait, ma grand-mère, elle ne m'aimait pas plus que ça, quoi. Déjà, pour elle, c'était plus les hommes qui étaient intéressants. Donc, mon petit frère l'intéressait beaucoup plus que moi ou ma sœur. OK pour moi, quoi. Et c'est vraiment OK. Bien sûr. Et en fait, à un moment, quelqu'un m'a dit de la consteller parce que j'écrivais des livres et les livres, ils marchotaient, on va dire. Voilà, mes éditeurs ne perdaient pas d'argent, donc ils renouvelaient l'expérience, mais voilà, il n'y avait jamais rien qui émergeait comme ça. Et je constelle ma grand-mère et la personne me dit, mais oui, mais votre grand-mère, elle faisait toujours un pas en arrière. Et ça m'a permis, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça m'a permis d'honorer ma grand-mère déjà, de regarder sa vie non plus à travers justement mon histoire de petite fille qui n'était pas la préférée ou qui n'était pas suffisamment reconnue, et puis de voir ce parcours de femme qui avait été pas spécialement joyeux, et en tout cas qui avait tellement peur de la lumière et qui faisait quoi. Voilà la phrase qui nous était venue en tête avec la personne qui me faisait faire ce travail, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, c'était pas vraiment... Pour quelqu'un qui écrit des bouquins, c'est peut-être pas la meilleure solution. Exactement. Il faut avoir un peu de visibilité quand même. Mais n'empêche que le livre d'après, qui était mon cahier détox... Il a cartonné. Il a cartonné, ouais. Parce que j'ai pu... Ce que permettent les constellations familiales... et d'ailleurs, peu importe la manière dont ça se passe dans l'espace, je veux dire énergétiquement, l'explication rationnelle... le sentiment que j'ai, c'est que chacun retrouve sa juste place.
Donc j'avais pas besoin de porter la peine de ma grand-mère ou sa non-reconnaissance déjà entre elle et voilà. Et en même temps, je pouvais honorer son parcours et lui donner aussi de l'amour pour ce parcours tellement singulier. Et puis en même temps, ça casse une sorte de contrat, quoi. Ah ben tellement. Et ça permet de libérer les choses, la preuve. Ben ouais, clairement. Oui, mais donc chacun retrouve sa place. Vous avez tellement bien choisi ce titre. L'invisible à la rescousse. Oh merci, parce qu'en plus, mes éditrices au début, elles n'étaient pas... C'était pas chaud, ok. Non, mais elles n'étaient pas contre du tout non plus. Mais en fait, moi, c'était le sentiment que j'avais de dire comment on fait pour appeler à l'aide hors de l'espace de ma conscience rationnelle et de mon ego. En tout cas, l'invisible vous entend. Bah parfois, ouais. Je fais tout pour qu'ils m'entendent. Mais je l'entends aussi. Et vous êtes bien dans cette petite maison que vous avez choisie à la campagne. Oui, et on revient sur ma grand-mère aussi. Quand j'ai eu de la terre, elle vivait, elle était très pauvre dans un village perdu en Bretagne, Et quand j'ai eu de la terre, je lui ai envoyé un clin d'œil dans l'univers et je lui ai dit, ben voilà, là on est en sécurité. Là, la famille est en sécurité, c'est réglé. Je voudrais qu'on aborde aussi un angle que vous évoquez et qui suscite, c'est encore plus d'actualité à l'heure où on enregistre cette émission, beaucoup de réactions, beaucoup d'injonctions aussi, le jeûne. Oui. Alors le jeûne, vous en parlez dans ce livre, je dis que ça suscite pas mal de réactions parce qu'il y a, on ne va pas les citer, mais il y a un collectif qui est extrêmement connu et qui organise des jeûnes et qui organise également des balades un petit peu partout, et qui est tombé dans le collimateur de l'institution qu'on connaît aujourd'hui, qui s'appelle la Miviludes, qui est cet organisme qui permet de lutter contre les dérives sectaires. Et le jeûne est vraiment dans le collimateur de la Miviludes en ce moment. Vous avez expérimenté le jeûne? Plein de fois, oui. Ça me fait rire, quoi. Alors... Enfin, non, pas pour les gens qui subissent les foudres de gens qui n'y connaissent rien et qui sont censés représenter des autorités saines et équilibrées. Le jeûne existe depuis que l'homme est homme. Et ce que le jeûne nous rappelle, c'est que notre corps est davantage fait pour le manque que pour l'excès. Alors c'est sûr que dans une société de consommation, dire ça déjà, c'est déjà subversif. Donc en tout cas, moi en tant que naturo, le jeûne, ça peut faire part. Alors moi je recommande rarement des jeûnes en frontal. Ça veut dire que les gens, on va d'abord chercher à ce qu'ils fassent évoluer leur alimentation, puis on peut passer par des monodiètes, et puis voilà, quoi. C'est un chemin aussi. Après, comme je disais, attention aussi à la tentation du trop. Oui. Un jeûne, c'est un effort pour le corps. On parle d'hormèse, hein, on va générer un stress au corps pour essayer d'avoir un résultat positif en termes de santé. Donc ça veut dire que tout le monde ne peut pas le faire, ça veut dire qu'on doit s'y préparer, ça veut dire qu'on ne va pas démarrer par un jeûne de 15 jours si on n'a jamais jeûné dans sa vie, quoi. Il y a aussi tout un cadre qui mérite d'être posé. Et un accompagnement absolument hyper important, quoi. Moi, l'endroit où je jeûne, voilà, on est plus que dorloté. Mais après, c'est hyper transformateur. C'est transformateur physiquement et il y a des tas d'études qui l'ont objectivé. Mais après, c'est transformateur émotionnellement, c'est transformateur spirituellement. C'est pas par hasard si toutes les religions, sous une forme ou sous une autre, recommandent le jeûne. Donc après, voilà, que ce soit pas dans l'air du temps ou d'une certaine manière, c'est pas très grave. Ça, pareil, ça fait partie des fondamentaux que l'humanité ne perdra jamais. En tout cas, c'est important, effectivement, vous l'avez dit, d'abord être bien accompagné, qu'il y ait une belle préparation. Bien sûr. Ça est essentiel pour ne pas se lancer du jour au lendemain en se réveillant un matin en disant tiens, je vais me faire 15 jours de jeûne, allons-y, quoi. Non. Et je pense que c'est ça qui est dénoncé et il y a eu effectivement des cas dramatiques. Mais bien sûr, mais on est tout à fait d'accord et mal utilisé. Oui. Tout ça, quand c'est mal utilisé, ça peut faire plus de mal que de bien. Donc attention à l'illusion de toute puissance, j'en parle beaucoup. Attention aux gens qui nous accompagnent, attention aussi au côté, tiens, on va se faire un trip, on va... non, en fait. Quoi. Pour moi, dans tout ça, il y a du sacré.
Et le sacré, eh ben, ça s'aborde sur la pointe des pieds et avec vigilance, attention, en étant capable de dire bah non, tiens, c'est pas le moment et c'est pas le moment pour moi, c'est peut-être le moment pour mon voisin et on fait pas de compétition. Et ce sacré englobe évidemment toutes les pratiques dont on a parlé. On parlait du breathwork par exemple, on ne joue pas avec la pratique du breathwork par exemple. Les respirations holotropiques, c'est effectivement quelque chose qui est essentiel, la manière dont on pratique. Tout ça. Alors les plantes, vous en avez parlé, hein, la fameuse aventure, l'ayahuasca, que je rappelle que c'est une plante qui est interdite, hein, on le sait. C'est interdit en France. En France, bien entendu. Moi je l'ai fait au Pérou. Voilà. Alors que là-bas le prennent comme un petit sucre du matin, quoi. Hein. C'est un peu. Alors pas tout. Quoi ça. Non, je schématise. En tout cas, ça fait partie de leur pratique spirituelle depuis très longtemps et bah oui. Mais que vous révèle la plante? Moi, je fais un voyage extrêmement violent et moi, je côtoie la mort. Je ne sais pas à l'époque si c'est ma mort, mais je sors de là. Bah, d'ailleurs, même je rentre là-dedans hurlant. Tous les gens qui étaient dans la salle, ils m'ont entendu. Pareil, après, j'étais hyper bien accompagnée par quelqu'un que je connaissais depuis des années, hein, qui est un authentique chaman péruvien depuis il est péruvien et il vient d'une lignée de chamans, mais il avait épousé à l'époque une de mes amies en France. Donc voilà, je côtoie la mort et je ne sais pas ce que ça veut dire sur le coup. Voilà, donc je sors de l'expérience. Alors, je sors avec deux choses. Avec quand même le sentiment d'avoir touché quelque chose d'important pour moi, sans être capable de le décrypter. Et je sors aussi avec la sensation que, oh mon Dieu, la vie terrestre, qu'est-ce que c'est étroit. Moi, j'ai eu vraiment le sentiment de re-rentrer dans mon corps comme dans une combi de plongée sous-marine, quoi. Je marchais dans la pièce comme ça et j'ai dit, mais ça ne veut pas rentrer, quoi. Il y a quelque chose comme si l'infini de l'univers ne pouvait pas se retrouver réduit à la réalité de notre biologie. Donc voilà, sur le coup, ça ne fait pas énormément sens pour moi, surtout qu'après, je rentre en France. Alors autant mes compagnons de voyage, ils ont plein de transformations bénéfiques, autant moi, ça fait plutôt le grand nettoyage autour de moi. Ça fait... Et en fait, oui, il faudra il faudra une autre expérience quelques années plus tard pour que je comprenne qu'il ne s'agit pas forcément de ma mort, mais de la mort de quelqu'un de très proche. Et en fait, quelque part, il faudra l'écriture de ce livre pour que j'arrive à recoller tous les morceaux de tout ça, pour dire, ah mais oui, mais dans mon histoire, finalement, cet événement a été... cette rencontre avec la mort est en lien avec un événement qui a été fondateur et avec lequel je suis prête à faire la paix. C'est toujours... D'abord, c'est toujours extrêmement intriguant et je peux comprendre que l'exercice de poser des mots sur ce que vous avez vécu soit très difficile. Quand vous dites c'est une rencontre avec la mort, comment on peut l'imager? Comment on peut l'expliquer? Comment est-ce que... C'est quoi? Il y a de la souffrance, c'est de la douleur? Ah oui, c'est de la terreur. C'est de la terreur? C'est de la terreur, c'est parce que vous visualisez des choses, parce que vous... c'est plutôt genre trou noir, tomber dans un trou noir, et être terrorisée, et être impuissante. Et d'ailleurs, même le lendemain matin, il y avait encore des flashs parano, un peu, comme une méfiance... voilà, je suis pas a priori plutôt de structure paranoïde, donc voilà. Et oui, le trou noir, la peur, mais non, la terreur, c'est plus que la peur, quoi. C'est vraiment, j'ai pas peur de mourir. C'est ça qui est, j'ai pas la sensation, je sais pas, d'être étranglée ou d'avoir une grande douleur ou non. C'est vraiment, mais bon, je sais pas comment ça fait quand on rencontre la mort, mais en tout cas, j'ai pas adoré, quoi. et ça veut dire aussi qu'il y en a d'autres au sein de l'expérience que vous avez vécue qui vivent le truc complètement différemment. Ah mais complètement. Mais il y en a qui deviennent des animaux, il y en a, je me souviens très bien, parce qu'en même temps, il y en a une qui décide de partir en plein milieu de la nuit. On est dans un village paumé au nord du Pérou. Bon, bien sûr, elle se fait rattraper, quoi. Elle dit, mais je prends mes clés de voiture alors que je m'en vais. Quoi. Voilà, oui, chacun vit une expérience particulière et qui est, en tout cas dans mon interprétation, en lien avec notre vécu, avec notre historique. Vous avez envie de recommencer? Alors déjà, il faut savoir que
nous, à l'époque, c'était toute une semaine où on a pris différentes plantes pour arriver au moment ultime de l'ayahuasca, et on a pris des doses telles d'ayahuasca, c'est pas forcément toujours le cas, que la personne qui nous a accompagnés nous a dit « vous n'en reprenez pas pendant 10 ans ». Donc, voilà. Donc, moi, j'ai pas envie de faire une décompensation ou quoi que ce soit. On va se détendre. Ouais. Et les 10 ans sont passés, mais il nous avait dit aussi « si besoin, la plante vous appellera ». Bon, ben, elle m'appelle pas du tout, hein. Pour l'instant. Mais ouais, c'est bon. Mais en plus, le plus drôle, je ne sais pas du tout si je referai l'expérience et je sais pas du tout, ça m'appelle pas du tout, comme je dis. Mais en revanche, j'ai conscience et confiance que si je la refaisais, je vivrais pas du tout la même chose. Je pense qu'il y avait un gros caillou au milieu de ma route qui m'a été montré, mais que quelque part maintenant, je ne sais pas si c'est réglé, mais en tout cas, c'est derrière moi, quoi. En tout cas, Odile, je voudrais qu'on termine cette émission sur ce que vous appelez la révolution du cœur. Oui. Parce que j'ai trouvé ça absolument magnifique, le chemin vers soi. Vous dites le cœur est l'organe qui génère le plus fort champ électromagnétique de tout le corps. C'est un champ 5000 fois plus intense que celui émis par le cerveau, avec une portée de plusieurs mètres. Voyons plutôt avec le cœur plutôt qu'avec l'intellect. Alors ça, c'est tellement évident. Et tellement difficile. C'est épuisant, c'est fatigant psychologiquement. Ouais. Parce que c'est, évidemment, voyons avec le cœur. Ce monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si on voyait uniquement avec le cœur. Plutôt avec le cœur. C'est clair. Plutôt qu'avec. Non, mais on est d'accord qu'avec l'intellect, ça permet vous dites, de se détacher des filtres et des informations externes qui nous submergent. Tu parles, évidemment. Ah, là, pour le coup, il y a une forme de discipline. Alors, d'être... Enfin, moi, je suis quelqu'un de très émotionnel, donc d'être capable, quand j'hyper-réagis dans une situation, de ne pas laisser mon cerveau prendre la main. Maintenant, j'arrive à le faire, mais il m'a fallu presque 60 ans de vie pour y arriver. Te dire, non, tu ne réagis pas, tu attends demain matin, tu digères l'information, tu vois... Voilà. C'est ça, réagir avec le cœur, penser avec le cœur. C'est déjà désamorcer la tête. La tête, oui. Chez moi, c'était déjà ça. Parce qu'après, quand je désamorce la tête, le cœur, il sait très bien, j'arrive très bien à savoir ce qu'il me dit. Et puis, l'autre chose, c'est aussi, j'en parle parce qu'après avoir fait tous ces voyages dans tous les sens, c'est vrai que moi, je pratique la cohérence cardiaque. Le paradoxe, c'est que je le conseille quand même depuis 20 ans à mes clients et que j'en faisais un peu et tout, et que c'est devenu ça fait partie de mes routines. Et je vois à quel point, finalement, ça me permet de m'aligner et de sortir de l'hypertrophie de mon mental. La cohérence cardiaque alors, évidemment, il y a plein d'applications en ce moment avec la petite bulle qui monte et qui descend, etc. Bien sûr. Je n'ai jamais été autant dans l'inconfort qu'en faisant de la cohérence cardiaque. Je ne veux pas me permettre d'interprétation abusive. Mais vous pouvez. Non, mais c'est que ça a du sens. Il y a quelque chose. Vraiment que ça a du sens. C'est qu'il y a une résistance, surtout. Au bout de 10 secondes, ça me saoule. Ah ouais, alors que moi, j'arrive, ça y est, à me glisser dedans. Et quelque part, je me dis, et si ça ne s'arrêtait jamais, ça ne serait pas grave. Waouh. C'est là où vous avez passé un step supplémentaire. Oui, mais j'ai mis 20 ans et quelques. Hein. Donc, attention, aucune victoire. Sur ce que vous appelez la révolution du cœur, vous dites, je me souviens qu'à mon retour du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, bien sûr, je disais à tous ceux qui voulaient bien l'entendre, il n'y a rien à réparer, il y a juste à aimer. Ouais. Ça aussi, la phrase est tellement forte de sens, tellement puissante vibratoirement et tellement abstraite. On vit dans un monde, et là je parle presque plus du monde du développement personnel, le développement personnel, comme le soin de soi, comme le bien-être, ce sont aussi d'énormes business. Et donc, c'est comme si on nous avait mis en tête qu'il fallait qu'on fasse plein de choses parce qu'il y aurait toujours un petit truc qui ne va pas. Et effectivement, le chemin de Saint-Jacques, qui est ma méditation active, on va dire, mais comme il y en a d'autres qui vont faire du MBSR ou des choses comme ça,
il y a aussi quelque chose de l'ordre de la présence qui fait qu'on est en capacité de jouir de l'existence sans se dire oh, « c'est quoi la prochaine expérience que je vais faire ?» Et donc, c'est aussi un peu sortir d'un système qui veut nous faire croire qu'on serait toujours pas assez bien. Ben, on est bien, quoi. En tout cas, on fait du mieux qu'on peut. Et vous savez que parfois, au travers des émissions que l'on fait sur cette chaîne, j'ai le sentiment aussi parfois de véhiculer ce message-là. C'est-à-dire qu'à force de donner du contenu comme ça, en permanence, avec des émissions chaque jour, il m'arrive de penser ce truc-là, en se disant, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas imposer certaines choses aux gens en disant, regardez ce que font les autres? Ouais, comme ils sont bien, comme ils sont bien. Heureux, et donc vous, par définition, non, vous êtes l'opposé, vous êtes des tocards. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais je vois très bien. Et je me mets dans cette catégorie aussi parfois, vous voyez? Et non, mais je vois très bien parce que moi, je le répète plusieurs fois dans le livre. Je dis, le livre n'a pas vocation à ce que les gens aient envie de tester toutes les techniques, mais c'est plutôt de trouver justement vers quoi votre cœur vous appelle. Celle qui nous correspond. Ouais, voilà, qui nous nourrit en profondeur au niveau de l'âme. Mais oui, c'est... Et je pense que c'est un équilibre subtil à trouver, parce que je dis aussi dans le livre que quand j'ai dit ça à cet ami, il m'a dit « Odile, t'es cool, mais ça fait 25 ans que tu travailles sur toi, donc c'est facile de dire ça, quoi. » Mais c'est passionnant. Odile Chabriac, le livre est ici, et c'est un très bel ouvrage, L'invisible à la rescousse. Et encore une fois, tout ce que vous préconisez à l'intérieur, c'est votre expérience de vie, c'est la manière dont vous avez vécu les choses, et c'est aussi intelligemment expliqué de telle sorte qu'il y a des choses à prendre en considération, que ça n'est pas qu'un jeu, ça n'est pas un petit délire d'un dimanche matin en se disant « tiens, je vais expérimenter une petite hutte de sudation » ou des choses comme ça. Vous voyez, on est bien d'accord qu'il faut faire ça avec beaucoup d'intelligence. Merci infiniment. Merci. C'était passionnant. Ouais. Aux éditions Animae, la Grande Maison Le Duc, que je salue au passage. Merci à tous. Merci à Julie qui vous accompagnait aussi. Merci, Attachée de presse extraordinaire. Voilà. Oui. Allez voir sa chaîne YouTube, allez voir les interviews qu'elle propose aussi parce que c'est toujours très inspirant. Et vous allez commenter, je le sais parce que cette émission va l'être. Vous commentez, vous partagez avec bienveillance. Les commentaires, je suis fasciné par les gens qui perdent du temps à écrire des messages négatifs sur les réseaux sociaux. Mais c'est incroyable. Mais pareil. Mais passez votre chemin, mes amis. Tout va bien. Exactement. Tout va très bien. Merci Odile, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.